Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir ce monsieur, ce second rôle de cinéma que vous avez tous connu, que ça soit dans Les Visiteurs, Les Ripoux, Le Boulet, enfin la liste est trop longue. Bonjour à vous Michel. Bonjour Marc. Alors vous Michel, au début vous vouliez pas du tout être comédien, vous vouliez être chirurgien. Tout à fait. Je voulais être chirurgien, je voulais sauver le monde entier. Et je m'achetais des revues de médecine. Mes parents, j'avais un peu de sous, comme les parents donnent, pour que les gamins puissent acheter des bonbons. Ben bon, non. Je m'achetais pas des bonbons, je m'achetais des revues de médecine. Ça s'appelait à l'époque Médecine pour tous, Médecine pour vous. Et j'avais une quantité de revues et je regardais comment opérer l'appendicite, le dos, le pied. J'étais passionné par ça. Je m'achetais du mou pour le chat et toute la journée je mettais une espèce de tricot comme ça, comme un chirurgien. Enfin, dans ma tête c'était ça et j'ouvrais, je disséquais, je recousais. Et mon père me disait, mais attends, avec ce qu'on te donne comme argent, tu pourrais t'acheter des petites Dinky Toys, des petites voitures je fais, non, non, moi, ce sont des revues musicales. Il fallait être un peu, et dès que j'avais un steak dans l'assiette, je disséquais, j'ouvrais, bon. Bon après vous êtes aperçu que les études étaient longues. Oui, c'était un peu compliqué. Mes parents n'avaient pas l'argent pour payer mes études. En maths, j'étais très mauvais. En physique, chimie, j'étais archi nul. Donc, non, c'est pas la peine. Alors, j'avais ça. J'étais vraiment passionné par la médecine, par la chirurgie, et puis par le foot. Voilà. Et puis un jour, je me suis rendu compte que effectivement, la chirurgie, la médecine, c'était un peu loin de moi, un peu compliqué. Le foot, c'était parce que non, c'était aussi très 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 compliqué à gérer. Pourtant, j'étais pas mauvais, j'ai joué en club, bon, au Stade Français, mais à un moment donné, faut comprendre que bon, ben, c'est pas la peine. Et puis le hasard voulu, enfin, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme on dit. Mes deux sœurs faisaient du théâtre. J'allais les voir jouer au théâtre, je trouvais ça formidable, mais je n'étais pas du tout attiré par ça. Jusqu'au jour où effectivement, encore une fois, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'ai eu l'occasion de mettre les pieds sur une scène et là, La révélation. je dis, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Vous avez quel âge? Je devais avoir 16 ans. 16 ans. 16 ans, ouais, c'est ça, dans ces ans. Et je me suis dit, vu ma petite taille, parce que je suis quand même pas Schwarzenegger, euh, quand on monte sur une scène, on est au-dessus des gens. Et quand on fait de la comédie, on fait rire les femmes. Et alors là, bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est ça que je veux faire. Du coup vous avez pris alors des cours de théâtre au Studio Oui, 54 oui, et aussi des cours de mime. oui, c'est ça. Cours de mime, c'est en prenant des cours de mime, je me suis rendu compte qu'effectivement le corps parlait avant la bouche. C'est-à-dire tous ces gens qui ont du texte et qui font blablabla, oui, non, mais le corps agit avant la parole. Et j'ai compris, je crois, beaucoup de choses en me disant, ben non, il faut absolument que faire jouer ton corps avant de faire jouer tes cordes vocales. Ce qui se ressent d'ailleurs un petit peu dans vos rôles dans les films d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'ai compris notamment quand j'ai tourné par les Ripoux, voilà, où j'ai appris, j'ai beaucoup appris avec la caméra cachée, la caméra invisible, où on filme les gens qui se font avoir et qui sont sans réaction, ils ne parlent pas, ils réagissent. Et inconsciemment, je me suis dit, c'est ça. Et dans le film, dans Les Ripoux, face à Philippe Noiret, qui me dit alors ce sac, voilà, puisque je vole un sac sur un marché à une dame âgée, bon, et je suis chopé par Thierry Lhermitte, et donc Philippe Noiret me dit alors ce sac, vous l'avez trouvé par terre, vous l'avez ramené, et je me suis mis dans la peau de ce type qui se dit je me suis fait avoir, je vais prendre 20 ans de tôle, et à contrario de ça,
Puis Murray me dit, alors vous êtes très honnête parce que vous avez ramené ce sac au commissariat et donc dans 10 ans et un jour, je sais pas exactement rien, ce sac vous appartiendra. Et c'est de jouer la caméra cachée, c'est de faire, oui, de faire, oui. Et de regarder l'ermite en faisant, et inconsciemment de me dire, je suis chez les fous, là. Je pensais prendre 10, 15 ans de tôle et puis ils me libèrent. Et ça, c'est génial. C'est la caméra cachée, c'est surprise, surprise. En parlant des ripoux d'ailleurs, vous avez une anecdote très drôle parce que vous avez vu 2 pickpockets dans le métro qui vous ont servi pour le film, pour interpréter votre rôle. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Absolument. J'avais eu le scénario. C'est toute une histoire. C'est-à-dire que Claude Zidi va au cinéma. Comme quoi, il n'y a jamais de rencontre. Hein. Je reviens, il n'y a que des rendez-vous. Claude Zidi va voir un film avec Didier Caminca. Et avant la projection du film, il y a la pub. J'avais tourné à l'époque une pub pour Darty. Et cette pub passe. Et Claude Zidi dit à Didier Caminca, il faut écrire un rôle pour le petit moustachu. Et Caminca lui dit, je sais pas qui c'est, il fait, ben, il faut retrouver l'agence de pub. Caminca a fait la recherche, ils ont retrouvé, c'est Michel Crémanège qui a tourné telle pub pour pour Darty. Et donc, Claude Zidi m'appelle, me dit voilà, on vous a retrouvé, j'aimerais bien vous proposer un rôle, est-ce que vous pouvez lire le scénario? Donc, je viens, un peu excité, hein. Il me donne le scénario et il me dit lisez-le et puis vous me direz ce que vous pensez. Dès le lendemain, je l'appelle en disant mais oui, évidemment, c'est un rôle gigantesque. C'est du Chaplin, il faut rien dire, rien faire, juste à montrer les réactions de ce mec qui a piqué le sac d'une vieille pour nourrir ses enfants, pas pour lui faire du mal. Et voilà, c'est parti comme ça et je lui dis ben oui, évidemment je le fais. Et Claude Zidi m'a dit quelques temps plus tard, on a eu une soirée chez lui après la projection, le film avait un grand succès. Il m'a dit, je me suis dit lui alors il est un peu ce que je lui avais dit, j'avais dit Claude évidemment. Je lui ai dit oui, ce rôle, c'est génial. C'est le rôle principal du film. J'avais dit vraiment à l'époque j'étais un peu déboulonné, je fumais pas rien du tout mais je me suis dit c'est génial. Je crois que quand un acteur rencontre un rôle excitant, où il faut montrer des choses, et encore plus, rien faire, jouer vrai, c'est génial. Et voilà, l'histoire des ripoux, c'est parti comme ça. Et vous êtes inspiré d'une... Ah oui, oui. Et donc, oui, alors je reviens, c'est demain. Donc, je suis juste avant la Saint-Plon, métro Saint-Plon, à l'époque j'habitais dans le coin, et je me retrouve sur un quai de métro, et je vois 2 types un peu bizarres. Et je me dis, ils vont, enfin j'en vois un, je me dis, lui, il va se suicider, c'est pas possible. Parce qu'à l'époque on fumait, il était très excité. Je me dis, il va se suicider, il va se flinguer, c'est pas possible. Et je regarde, c'est notre métier d'acteur de regarder les gens vivre et de s'inspirer d'eux. Et je vois un type à 15-20 mètres de lui, pareil, tendu. Je me dis, et ils se regardent, je me dis, ils sont ensemble. Et d'un coup, plus le temps passe, et je les vois tous les deux monter en température, je me dis, oh là, il y a quelque chose qui va pas. Et le métro arrive, et il y a le bruit, il y a tout, il y a l'odeur, c'est extraordinaire. Quand je revis ça, je l'ai en moi. Et j'entends le métro arriver. Il y en a un qui regarde le métro arriver, qui regarde les wagons, l'autre pareil. Je les regarde tous les deux, et le métro s'arrête, les portes s'ouvrent, et je vois les deux regarder les gens descendre, et d'un coup, il y a 2 dames qui descendent, et qui papotent, et il y en a un qui fait ci, l'autre qui fait, et l'autre suit, et on suit ces 2 dames. Je me dis, c'est génial, ils vont faire les sacs à main des bonnes femmes. C'est génial. Et je me suis dit, parce que j'avais lu le scénario, je me suis dit, c'est exactement cette respiration qu'il faut que j'ai dans le tournage du je vais voler le sac. J'ai cette tension du vol du sac. Ces deux malfrats n'imagineront jamais que grâce à eux, j'ai trouvé exactement la respiration qu'il fallait que j'ai pour ce personnage du voleur de sacs sur le marché. Et ils sont partis, ils ont suivi les bonnes femmes. Je suis monté dans le wagon en me disant, c'est génial. Et puis, le métro est parti, je me suis dit, j'ai rien dit.
J'ai pas dit aux deux bonnes femmes, attention, vous êtes suivis, vous allez vous faire piquer les seins. Je me suis dit, bah oui, trop tard, parce que j'étais dans le film. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, quand vous préparez vos rôles, comment vous faites pour ressentir ces petits détails, pour les travailler, pour les préparer? Vous savez, souvent les gens que je rencontre dans le métro ou dans le bus, ils me disent, ah, vous prenez le métro, le bus, comme si j'avais 3 gardes du corps et 4 voitures pour me... Moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis second rôle du cinéma français, donc j'ai ni les moyens ni l'envie d'avoir les gardes du corps. Donc, et bon, pour moi, ce métier-là, c'est de vivre avec Monsieur Tout le Monde. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, oh, prenez le métro. Je dis, oui, mais comment voulez-vous que je joue Monsieur Tout le Monde si je ne vis pas avec Monsieur Tout le Monde? Sinon, je vis dans ma tour d'ivoire et puis j'invente. C'est de l'invention. Ce n'est plus du réel. Donc moi, je vis avec les gens de tous les jours. Et c'est génial parce que je vois un mec bourré, je m'en inspire. Je vois un mec qui s'engueule avec une bonne femme, je m'en inspire. On s'inspire de la vie de tous les jours. Donc, il faut vivre avec Monsieur Tout le Monde. Et analyser en fait les gens qui vous... Analyser. Ah ouais, ouais. Regardez les moindres détails, les moindres choses. Et dans combien de films, de pièces de théâtre, je me suis inspiré de ce que j'ai vu dans la vie de tous les jours. Et pour moi, c'est incontournable. Est-ce que le rôle des ripoux vous a servi après dans votre carrière pour qu'on vous propose plus de rôles? Oui, évidemment. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé café-théâtre, et puis après, très vite, j'ai été le théâtre de Bouvard. Oui, bon. Le premier d'ailleurs. Oui, j'étais le premier, effectivement, à passer l'audition avec mon compagnon de l'époque, qui s'appelait Raymond Aquilon, avec qui je jouais en café-théâtre dans une pièce qui s'appelait Demain j'enlève le noir, puisqu'il était de couleurs. Et puis, bon, théâtre de Bouvard m'a évidemment ouvert des portes sur le public, sur des gens qui ne peuvent pas faire un pas dans la rue, c'est, oh, théâtre de Bouvard, théâtre de Bouvard, théâtre de Bouvard, parce qu'à l'époque, il y avait pas 312 chaînes comme il y a maintenant. Donc, on était surveillés. Tout va bien. Je suis désolé, c'est ma femme. Je la reconnais comme ça. On compte, oui, mais, je te rappelle plus tard, hein. D'accord, merci. Au moins je la reconnais. Ça fait, mais non, c'est effrayant. Il y a des gens qui me disent, mais c'est monstrueux. Mais ma femme est au courant, vous inquiétez pas. Elle adore ça, ça la fait beaucoup rire. Et j'en profiter pour vous couper pour expliquer aux plus jeunes ce qu'était le Petit Théâtre de Boulevard. C'était une émission culte qui a lancé les plus grands. On peut dire, c'est l'équivalent de On ne demande qu'à en rire aujourd'hui. Alors, on va faire l'historique. Théâtre de Bouvard. À une époque, j'ai un coup de fil de Pascal Légitimus, avec qui on était en compétition, parce que lui, il avait un duo avec un garçon qui s'appelait Seymour Bruxelles, qui s'appelle toujours Seymour Bruxelles, et moi j'avais un duo avec Raymond Aquilon, et on jouait dans des cafés-théâtres, donc on se tirait un peu la bourre. C'est ah ben moi j'ai rempli la salière, ben moi j'ai et on se recouvrait les affiches tous les soirs, mais on était très potes, on se retrouvait, on buvait des coups. J'ai Pascal, c'est dégueulasse, t'as recouvert mes affiches. C'est pas moi, avec une grande mauvaise foi. Bon, et un jour Pascal m'appelle en me disant Michel, Philippe Bouvard va faire une émission d'impro, donc il va vous appeler. Voilà, tous les gens qui font du cabaret, du café-théâtre, parce qu'ils pensent que des jeunes qui font des impros, ça peut être sympa pour faire l'émission. J'ai dit bah oui, très bien. Donc on s'est retrouvés effectivement un jour à passer l'audition avec Philippe Bouvard pour cette émission qui s'appelait Le Petit Théâtre de Bouvard. Et comme il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque, on a fait un carton absolu. Et je peux dire, j'ai la chance, l'honneur d'avoir été le premier à passer l'audition avec Philippe Bouvard. On faisait tous de l'huile, on était tous tétanisés. Quand on a vu descendre l'escalier, il faisait mauvais, en plus il pleuvait, il avait son impair, il allait descendre l'escalier, il fait oh là 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 là, ça sent mauvais. Et Philippe Bouvard s'est assis en disant bon ben voilà, je peux peut-être faire une émission d'impro avec des jeunes. Bon, j'y crois pas trop, mais enfin bon, j'espère que vous allez me faire rire. Ce qui commencerait très fort. Et il dit voilà, j'ai un chapeau avec des thèmes d'improvisation, et puis je vais vous appeler les uns derrière les autres. Et il dit voilà, j'ai
ma secrétaire a fait une liste par ordre alphabétique, et les premiers à passer sont, mon copain s'appelait Raymond Aquilon, donc la lettre A. Raymond Aquilon et son partenaire Michel Crémanès. Et donc on s'est levé, on devait être blanc comme des linges, les autres ont dû faire, c'est pas nous en premier, et il nous dit, voilà, donc je tire au sort un petit papier, voilà le thème de l'improvisation. Un employé vient demander une augmentation à son patron. Donc on serait attendu, je vous laisse 2 minutes pendant que je finis mon café, son petit café, et puis vous y allez, j'espère que vous allez me faire rire. Et donc il touche son café, puis on commence avec mon partenaire Raymond à dire voilà, on peut dire ça, machin. Et puis d'un coup Philippe dit bon, il y a une idée, qui fait le patron, qui fait l'employé, et moi je dis vu sa couleur de peau, il va faire l'employé, moi le patron. Bouvard, qui était un peu rassis sur les bords, fait oh oui, il se marre. Et je dis à mon copain, on y va. Et on a démarré l'improvisation parce que il était en pleine crise de rire, ça l'avait fait rire, donc il fallait attaquer. Donc on a attaqué l'improvisation, et puis au bout de 2-3 minutes, il fait bon, très bien, vous restez là, j'appelle vos camarades, et puis je vais faire ensuite, je vais voir qui je vais garder dans cette émission d'impro. Et à la fin, au bout de 2 heures de casting, si on peut dire, il nous a gardés, et il a fait un tri. Il y en a qu'il a éjecté, et on a fait. Alors Raymond n'est pas resté très longtemps parce qu'il y avait Pascal Légitimus, qui était aussi un garçon de couleur, et il n'en fallait pas 2, il en fallait qu'un. Donc mon copain a été éliminé, moi il m'a gardé. Bon, c'est tout un tralala, traficotage. Et voilà, je suis resté 9 mois tête de Bouvard. Effectivement, les gens, je pouvais pas faire un pas dans la rue parce que les gens, puis j'ai un physique qu'on retient. C'est vrai que on dit ah ben oui, je vous ai vu. Et puis ça a démarré comme ça, quoi. Après, quand même, dans votre carrière, vous avez eu beaucoup de chance. Vous avez tourné dans beaucoup de succès populaires. Je pense à Promotion Canapé, Profil bas, Les Visiteurs, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, mais aussi Le Boulet ou Casse Départ. Enfin, on va pas tous les faire. Quel est le rôle qui vous a le plus marqué? Alors déjà, Marc, je vais te reprendre parce que je n'ai pas eu beaucoup de chance. C'est surtout que les réalisateurs et producteurs de ces films ont eu beaucoup de chance de m'avoir. C'est parce que j'étais dans ces films qu'ils ont marché. C'est ce que je dis toujours. Mais non, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir été choisi pour des personnages un peu hors sol, un peu fou furieux, Et qui marque le public. et qui continuent à marcher. Moi, j'ai des générations. Il y a des gens qui me parlent du théâtre de Bouvard. Il y a des gens qui me parlent de Mission Cléopâtre. Ça fait quoi, 25 ans, un peu plus de 20 ans, oui. Il y a des gens qui me parlent de F comme Fantomette, la série pour François. Il y a pas longtemps, il y a 4-5 jours, j'étais sur un festival, un mec qui me dit merci. F comme Fantomette, c'est le furet. Mais quel bonheur! Oh là là, bon. Et en dehors de cette série, c'est vrai que ce sont des films qui reviennent, qui repassent. Et donc, ces gens qui ont eu beaucoup de bonheur à voir ces films, en parlent à leurs enfants, qui en parlent à leurs petits-enfants, etc. Donc, j'arrive à un âge où il y a des gens, des gamins me disent « Oh, je vous ai vu dans tel film ». Je fais « Ah bon ?» Mais c'est vrai que ce sont des films qui ont cartonné, qui marchent. Mission Cléo, Casse Départ, bon, c'est génial de pouvoir perdurer comme ça. C'est formidable. Et moi, j'ai toujours défendu, mais je crois que ça remonte à très loin. J'étais gamin. À une époque, il y avait pas beaucoup de chaînes, il y avait 2 chaînes. On regardait les films du dimanche soir. Et ce sont tous ces seconds rôles, les Carettes, les Tichier, les Roquevert, je parle pas des rôles féminins. C'était des gens d'une puissance, d'une force. Ils avaient 10 répliques, 15 répliques, on s'en fout. On était là, regardez ça. Et moi, inconsciemment, ils m'ont pris, à tel point que, petite anecdote, dehors 13 ans, 14 ans, passionné de foot, je jouais à
à l'époque, j'étais au lycée Jacques Decour, dans le 9e arrondissement, et on jouait régulièrement au foot avec les copains. On jouait au foot avec des babales qu'on se fabriquait, ou avec des capsules de boissons gazeuses, je citerai pas le nom. Et voilà, j'étais fou de foot. Et un jour, on jouait devant le lycée, et je vois un, un acteur que j'ai tout de suite reconnu. Et je dis au copain, je fais, oh, un acteur qui balaye son chien. Je fais, c'est Noël Roquevert. Et les copains me disent, qui ça? Je dis, c'est Noël Roquevert, regardez. Mais c'est qui? Je connaissais pas Noël Roquevert. Ça veut dire que eux, ouais. Et moi, Noël Roquevert, il m'avait, il m'avait cartonné le cerveau. Je l'avais vu dans des films. Et donc, je suis allé le voir, je fais, j'ai le Noël Roquevert. Et il m'a dit, ben oui, tu me connais, toi? Je me dis, mais qui vous connaît pas? Ça veut bien dire que j'avais quand même une mémoire sensible de ces seconds rôles qui m'avaient explosé. Bien sûr, et qui donne toute la saveur à un film d'ailleurs. Enfin, mais c'est ce que je regrette maintenant, c'est qu'il n'y a plus de second rôle. C'est fini. Maintenant, second rôle, il y a 2 répliques, au revoir, salut. On mise que pour... et c'est ce que je dis toujours. Je dis, mais... alors celle-là, je l'ai racontée 300 fois, mais je la raconte encore. C'est que quand vous invitez des amis le dimanche midi pour le déjeuner, est-ce que vous faites qu'un roast beef? Non. Vous faites plein de petits légumes autour qui donnent la saveur au plat principal. J'ai dit, ben moi, je suis un de ces petits légumes dans le cinéma français. J'ai dit, il faut pas servir qu'un petit roast beef. Ça sert à rien de mettre qu'une tête d'affiche qui fait qui tue, qui court en voiture, qui machin. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. On ne voit que ça. Il faut ces seconds rôles qui vont alimenter l'histoire, qui vont être forts de leur présence. Et ça, je me bats depuis des dizaines d'années pour dire, mais sauvons les seconds rôles du cinéma français, qui n'existent plus, malheureusement. Maintenant, les producteurs, ils disent, oh ben, s'il y a Dujardin, c'est bon, le film, allez, on met le pognon. Mais il n'y a pas que Jean Dujardin. Il est aussi remarquable qu'il puisse être. Il y a tous ces gens toute cette histoire qui fait que, voilà. Alors je vous propose de retourner sur les anecdotes, parce que sur Mission Cléopâtre, vous avez une anecdote très très drôle avec la perruque. Alors, sur Mission Cléopâtre, effectivement, j'avais une perruque qui avait été fabriquée à Londres, perruque sublime. Et puis, on tourne, premier jour de tournage, on se retrouve dans un bassin artificiel. Il y avait deux endroits de tournage. Le film a commencé sur un bassin artificiel où les caméras sont placées de telle façon qu'on se rend pas compte que c'est un bassin artificiel. Et puis après ils traficotent à l'image, ils arrivent. C'est un bassin artificiel. Il y avait la mer au loin, voilà. Et du coup, les caméras faisaient qu'on voyait juste un petit trait avec la mer au loin. Mais après, avec le bitouillage, trafic, on voit pas. Ça fait on a l'impression de tourner en pleine mer alors que c'était vraiment un bassin artificiel. Et donc on tourne là-dessus avec toute l'équipe des pirates et on se retrouve dans ce bassin artificiel où il y a des machines qui viennent chercher le bateau sur lequel on tourne, qui les amènent qui les accrochent comme ça, qui les mettent. Et des machines qui amènent des caméras pour filmer d'en haut, d'en bas, un niveau. Voilà. Mais évidemment, dans ces bassins artificiels, ces machines qui tournent sont alimentées au gasoil. Et donc, elles éjectent dans le bassin artificiel de l'eau de mer, puisque c'était gonflé d'eau de mer, et cette espèce de produit un peu nocif, on va dire. Bon. Et on tourne donc avec les pirates, voilà, on est dans l'eau, on sort de l'eau, on revient, on la refait, machin. Là, c'est quand il vous coule, on la refait. Bon, très bien. J'avais cette perruque qui coûtait à l'époque, ça devait être dans les 3000 € la perruque, hein, un truc. Et on tourne à la fin de première séquence. Alain Chabat dit oh, très bien, on peut les ramener à l'horloge, qui prennent leur douche, très bien. Et je sors du bassin artificiel et je vois les filles qui s'occupent de costume, maquillage, qui me regardent, qui font je vais
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien, non, rien, rien. Viens, viens. Et il me met des serviettes comme ça. On t'amène à ta loge. Et on arrive à la loge, je me retrouve devant le miroir. La perruque, qui était une belle perruque, bien travaillée, elle avait réduit de 60%. J'avais quoi, 4 cheveux et demi. Et effectivement, la perruque n'avait pas résisté à cette espèce de mélange d'eau de mer et de carburant, et ça avait brûlé la perruque. Comment vous avez fait pour tourner après alors? Alors les filles, c'est là où ce sont, on fait des métiers remarquables, sont des professionnels. Elles ont couru partout pour essayer de retrouver des perruques, des cheveux qui puissent correspondre un peu à la couleur. Elles ont refait des perruques un peu plus ou moins identiques. Puis dans l'image, ça va tellement vite que les gens font pas la différence. Oh, mais c'est plus jaune, c'est plus noir. Ça passe très bien. Donc c'était, on a repris, quand j'ai revu les nouvelles perruques fabriquées sur place, j'ai dit, c'est génial, on voit rien. Oh oui, mais les filles, elles sont tellement professionnelles qu'elles ont, oh, j'espère que non, ça se verra pas. On voit rien du tout. Mais la première perruque d'origine, elle a été cramée, brûlée par celui milieu absolument. Et je me disais, mais ma peau, parce qu'on nageait avec Bernard Farcy, on nageait dans cette eau un peu saumâtre, un peu glauque. C'est le miracle du cinéma. On ne voit rien. Sur le même film d'ailleurs, quand vous rentrez le soir à l'hôtel, vous étiez un petit peu choquant pour les clients. Oui, oui, parce qu'on rentrait du tournage dans cet hôtel, je sais plus, 35 étoiles, je sais plus, un truc très très chic, bon. Et on arrivait avec les perruques, les costumes, et effectivement, les gens nous regardaient en faisant qu'est-ce que c'est que ça? Et donc on arrivait la 212, c'est bonjour, c'est bien passé le tournage, oui, oui. Puis à côté, il y avait des gens qui faisaient qu'est-ce que c'est que Clodo? Ben on est en tournage, quoi. Dans votre filmographie, il y a un film américain, La vérité sur Charlie, avec Mark Wahlberg. Comment ça s'est passé? Mais quelle chance j'ai eu de vivre cette vie, de rencontrer un réalisateur comme Jonathan Demme. Le silence des agneaux, quand même. J'ai eu la chance de tourner avec ce type. C'est formidable, formidable. Eh ben, il y a eu un casting et il y a un casting. Il a montré les photos. Il dit voilà, ce personnage. Il a fait oui, d'accord, très bien. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Jonathan Demme sur un bateau. Et j'arrive, je rencontre à une table Jonathan Demme et le casting. Et il parlait évidemment américain, français, moitié américain, moitié français. Et j'ai cru que le casting c'était le réalisateur, dont je n'ai parlé qu'à lui, parce que Jonathan Demme il avait un béret basque à la française. En fait, tout juste, il n'avait pas la baguette et le lit de Beaujolais. Et à un moment donné, le casting s'est rendu compte que mon erreur. Il m'a dit non mais Jonathan Demme c'est lui. J'ai fait bon, bonjour. Et j'étais un peu perturbé. Jonathan il me dit oh non c'est pas grave. Et on parle. J'essaie de baragouiner un peu américain, lui essaie de baragouiner français. Et très vite ça a matché. Et il m'a dit c'est lui le rôle du type qui tient l'hôtel dans lequel on va tourner. Et depuis, c'est devenu, mais quel bonheur de tourner avec un réalisateur pareil qui est un enfant. Jonathan, c'était un gamin. Il regardait les prix. Hein. Yeah, ok, ouais, yeah, sublime, sublime. Qui adorait le vin rouge, donc on se pochetronnait régulièrement. Et à tel point qu'au démarrage, j'avais une semaine de tournage, j'ai fini avec 3 semaines de tournage. Parce qu'il a rajouté des scènes. C'est incroyable ce que je dis, mais c'est vrai, c'est une sincérité, c'est vrai, je suis sincère ce que je dis. Et un jour, j'ai la fille Christine qui me dit, Michel, voilà, tu sais que tu joues le rôle de directeur d'hôtel, voilà, qui reçoit les rôles principaux. Oui. Il me dit, mais je sais pas si t'habillais en guerriero mexicain ou en homme d'affaires. Je fais, attends, je me suis dit,
Je te dis, il a pu mettre ou quoi, ou il a bu. Il dit non, Jonathan a réécrit des scènes et il pense que c'était on dit Winston, c'est ça, je vois pas. Mark Wahlberg, non? Il y avait Mark Wahlberg et puis la jeune femme c'était Winston, j'ai plus son nom, mais et il m'a dit elle rêve et d'un coup elle pense que tous les gens qu'elle avait dans l'hôtel, elle les voit dans d'autres personnages, en militaire, machin, et toi elle te prend pour évidemment un guerriero mexicain. Alors j'ai dit c'est étonnant. Et du coup il a fait refaire des décors monstrueux du côté de Saint-Ouen. D'un coup, j'étais un guerriero mexicain et je la faisais danser la valse. Enfin, un truc complètement fou. Et je suis allé voir les décors qui n'existaient pas, qu'ils ont fait en une semaine. Voilà, Jonathan a dit qu'il fallait des décors de bombardiers explosés. Il y avait une guerre, machin, dans le rêve de cette femme. Et j'ai dit, oui, oui. Et ben, après, on va te faire danser avec elle, on va te faire danser la valse et le tango. Je dis, ben oui, Jonathan Demme, un dingue, mais un dingue, qui d'un coup, et puis passionné par la France, par les vins français, ça, hein, c'est sûr. Et mais c'est hallucinant. Je me souviens, le premier jour de tournage, son directeur photo, c'était Tak Fujimoto, Le Silence des agneaux, celui qui a fait Le Silence des agneaux. Bon, c'est un film que j'ai vu 40 fois. Je connais par cœur les répliques, les trucs. Et donc, je suis allé voir Tak Fujimoto et je suis allé lui dire dans un américain un peu baragouiné, je me suis mis à quatre pattes en faisant, mais quel honneur de travailler avec vous. Et le monsieur Tak Fujimoto, il n'avait que comme réponse, voilà, c'est tout. Et c'est un type, je le voyais travailler, c'est assez formidable, je le voyais travailler, il disait à son équipe, il montrait un projecteur, il faisait, il parlait pas. Tout était, et son équipe comprenait ce qu'il voulait dire. Donc, il ajustait ses projecteurs, la lumière, les trucs, machin. Et d'un coup, il se tournait vers le réel. Il faisait, il veut dire, on peut tourner. Ah, moteur, action. Et puis, alors, il y avait 15 caméras, évidemment, qui filmaient sous tous les angles, machin. Mais on vit des moments on est hors sol. On se dit, putain, je tourne avec les Américains, avec Jonathan Demme, Le Silence des agneaux. Il a pas fait que ça. Il a fait des films. Mais c'était un bonheur. Et moi, j'avais une scène à la con avec Marc Wahlberg. Marc, il arrivait, donc je dirige l'hôtel. Il me disait, vous avez vu un courrier pour moi? Et je faisais, ah oui, vous avez un courrier, machin. Et vous avez un paquet, machin, je remettais, et d'un coup, on entendait Tandy Whitton, c'est Tandy Whitton. Ah, Tony Newton. Oui, voilà, c'est ça, voilà. Moi, les Américains. Hein. Et on entendait crier, il partait, et il montait dans l'escalier, et à ce moment-là, j'allais pour partir, le téléphone sonnait, je fais, hein, oui, allô, allô, voilà. Et normalement, la scène se coupait là, puisqu'on montait sur lui. Eh ben non. Jonathan Demme laissait la caméra tourner sur moi. Et donc, on se retrouve, j'attends, couper, cut. Ben non, il laisse tourner. Alors je fais, oui, qui ça? T'as Fujimoto? Ben, il est parti faire des photos de la Tour Eiffel. Bon, il aime beaucoup la Tour Eiffel, donc il est parti. Et il laisse tourner la caméra. Non mais c'est hallucinant. Et je l'entends rire au bout de 2 minutes. Moi, je faisais mes conneries, je racontais mes conneries. Coupé, cut. Bon, très bien. Il dit, on l'a refait. Même truc. Machin. Et le type qui était au cadre, c'est un Français qui s'appelait Pierrot. On l'appelait Pierrot, un Français. Et pareil, on l'entend crier, il monte, et j'attends le couper, pas du tout. Et j'avais donc Pierrot, ce Français qui me filmait là, et je fais, qui ça? Pierrot?
Ah ben Pierrot, il est un peu flou, hein, c'est Pierrot le flou. Oui, oui. Il est en face de moi, je vous le passe. L'autre, j'entends rien. Et quand on a fait la projection du film, il a passé toutes ces conneries que j'ai pu faire, qui lui, l'explosait de rire. C'est génial. Voilà un réalisateur comme je les aime, c'est-à-dire qu'il s'en fout de la pellicule. Il veut passer un moment, il veut s'amuser, être content, heureux. C'est un gamin. Et quand on a eu la projection, je suis resté scié de me dire, mais quel honneur de me faire de garder ces moments où je déconnais, où je suis parti en applaudissement. Et quand il a fait, alors 5 ans plus tard, autre anecdote, il faudra que j'écrive un bouquin, il fait un bouquin sur la mémoire, je sais plus le titre du film, la mémoire dans la peau, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Et je reçois un coup de fil d'une fille qui dit Hello Michel, nice to meet you, voilà. Je voudrais vous inviter, voudrais vous inviter Jonathan Demi la projection de son film chez Lelouch à Paris. J'ai cru que c'était une copine qui fait une connerie, je fais arrête, genre, j'ai cru que c'était Isabelle, c'est toi, je t'ai reconnu. Qui? Oui, Isabelle. J'ai compris que non, vous êtes sérieux. Non, mais il vous aime beaucoup, il voudrait vous inviter à la projection chez Lelouch de son film. Et donc, je me suis retrouvé à la projection. Mais il se souvenait de moi 5 ans plus tard. Mais c'est génial. Comme quoi, on avait matché tous les deux. C'était 2 gamins qui s'amusaient. Ouais. Et je me suis retrouvé à la projection. Et à la fin, il me dit, comment tu as trouvé le jeu des acteurs? C'était Denzel Washington. J'ai fait, pas terrible, j'aurais été mieux. Oh, yeah! Non, mais on est chez les fous. Mais c'est génial. Et on a bu des coups, évidemment. Mais voilà, c'est mon métier de passion, c'est rencontrer des gens fous. Et j'adore ça. Avant de terminer, est-ce que tu as un film sur lequel tu as une anecdote? Il va falloir que j'écrive un bouquin, non, parce qu'à chaque fois, ce sont des histoires d'amour, des rencontres fabuleuses, des gens merveilleux. À chaque fois, j'aurais 40 anecdotes à raconter, sur des tournages ou sur des tournées avec Belmondo. Ah oui, parce qu'avec Jean-Paul Belmondo, tu as joué Frédéric Lemaître au Boulevard du Crime. On est parti jouer en France, en Suisse, en Belgique, au Canada. Vous mettiez des revues coquines pendant le spectacle, sur scène. Mais oui, Jean-Paul, on se faisait blague sur blague. C'est qui allait passer au-dessus de l'autre. Une anecdote marrante, ouais. Parmi tant d'autres, c'est qu'une fois on joue Frédéric au Boulevard du Crime au Québec. Et le lendemain, avec Jean-Paul, on se balade dans la rue et on voit 2 bonnes sœurs en cornette, comme ça, arriver vers nous et qui font « Oh, messieurs, bonjour !» On fait « Bonjour, mes sœurs !»« Oh, on est tellement contents de voir. On a vu la pièce hier. Oh, vous nous avez bien fait jouir. » Et avec Jean-Paul, on s'est regardé et fait « Pardon? Ah oui, vous avez bien fait jouir. » Voilà. C'est une expression canadienne. On a eu beaucoup de plaisir à voir votre pièce. Mais évidemment, Jean-Paul et moi, on a eu une autre lecture de la chose. C'est bien fait jouer. Une petite anecdote parmi tant d'autres. Ouais, c'est vrai qu'avec lui, c'était blague. Voilà. La passion du jeu et de donner du bonheur aux autres. Et c'est le message que je donnerai Finalement, je veux boire un verre, finalement, mais tu veux me tuer, là? C'est quoi? C'est qui veut se venger de moi avec ce verre cassé? Oui, je veux dire, c'est la passion, c'est de donner du bonheur aux autres. En donnant du bonheur aux autres, on se fait plaisir. Voilà. Eh ben, merci Michel. C'est un plaisir. Ça a été un plaisir, j'espère partagé. Dites-moi, vous, je suis curieux en commentaire, dites-moi votre âge et dans quel rôle vous l'avez préféré, dans quel film, pour voir un petit peu une étude sociale en fait par rapport à l'âge, parce que je pense que par rapport aux âges, c'est pas les mêmes les films. Je pense que les plus jeunes diront le camping et que les plus vieux diront les ripoux, enfin, et ça m'intéresserait. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, et on se voit très vite dans un très prochain Voix du Ciné. Ciao, ciao. Oui, et commentez, hein, surtout commentez. Ah oui, c'est comme ça qu'on a des personnes comme ça qui viennent après. Eh oui. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Ciao.